Au Togo, la liberté de la presse est reconnue et garantie par l'État. Mais sur le terrain, la situation semble dépendante du contexte politique, puisqu'en période électorale notamment, les journalistes subissent parfois des pressions venant de divers horizons. C'est le cas récemment de l'interpellation du journaliste Albert Agbeko, survenu le mardi dernier à Tchévié lors d'un reportage sur le déroulement du recensement électoral en cours. Bien qu'ayant présenté sa carte de presse, un agent de la police a exigé de lui de supprimer les photos prises. Cette situation l'a fait conduire au commissariat de police de la ville de Tchévié. Sur le sujet, le patronat de presse togolaise PPT, dans un communiqué, dénonce une énième atteinte à la liberté de la presse au Togo et invite les autorités à revoir le dispositif de sécurité et de protection des journalistes sur les lieux de reportage. En effet, en République togolaise, la carte de presse est le document officiel du journaliste lui permettant d'avoir accès aux informations de façon honnête, crédible et officielle. Rappelons que quelques heures avant cette condamnation du PPT, le SYNJIT, qui est un syndicat national des journalistes indépendants du Togo, avait aussi réagi à l'interpellation d'Albert Agbeko en exigeant le respect de la liberté de la presse au Togo. Le Togo ambitionne s'inscrire dans l'adoption des véhicules électriques, un engagement gouvernemental croissant en faveur des énergies renouvelables et une prise de conscience des enjeux environnementaux. Le pays explore activement les voies et moyens pour intégrer la mobilité électrique dans son paysage urbain. Le positionnement du Togo dans cette nouvelle ère de la mobilité se manifeste à plusieurs niveaux. En effet, en plus de l'accord signé avec le groupe Shenzhen Fenji Education Technology en décembre dernier, une délégation de l'Université de Lomé est en déplacement en Chine depuis le 6 avril pour discuter de l'opérationnalisation du projet au Togo. Ces démarches visent à identifier les opportunités, les défis et les infrastructures nécessaires pour une adoption réussie. L'accent est notamment mis sur la formation de techniciens spécialisés dans la maintenance et la réparation des véhicules électriques, un maillon essentiel pour assurer la pérennité de cette transition. Cependant, l'infrastructure de recharge demeure un défi majeur. Le réseau électrique national, bien qu'en constante amélioration, nécessite des investissements substantiels pour supporter une demande accrue liée à la recharge des véhicules, surtout avec la continuité des délestages. Néanmoins, le Togo possède des atouts non négligeables pour réussir cette transition. Son engagement en faveur des énergies renouvelables, notamment le solaire, pourrait permettre d'alimenter les véhicules électriques avec une énergie propre et durable, réduisant ainsi l'empreinte carbone globale du transport. En conclusion, le Togo se positionne avec ambition dans le lancement des véhicules électriques, reconnaissant le potentiel de cette technologie pour un avenir plus propre et durable. Notons que le Togo prévoit la création d'une usine de fabrication des véhicules électriques et que la prochaine étape du projet consistera en une visite d'un groupe chinois à Lomé en mai pour le lancement officiel. Le Togo s'approche de sa grande saison pluvieuse. Elle s'étend de mai à octobre 2025, selon les prévisions de l'Agence nationale de la météorologie ANAMET. Ces dernières années, les saisons pluvieuses s'accompagnent toujours de sinistres à l'intérieur du pays et aussi dans le Grand Lomé. Pour venir en aide aux sinistrés, 3 communes togolaises avaient profité de la 28e conférence des parties COP pour conclure un accord d'assurance paramétrique avec AXA Climate. Selon les clauses de l'accord, chaque commune devra contribuer à hauteur de 20% du coût total de la prime annuelle pour garantir l'accès aux produits de l'assurance. Cette assurance constitue une avancée pour la protection des collectivités locales contre les risques climatiques au Togo. Dans les détails, cette assurance de AXA Climate couvrira toutes les populations des 3 communes signataires de cet accord. Un effectif évalué à plus de 700 000 habitants est localisé dans le Cloto 1, Golfe 1 et Golfe 7. Par rapport aux réalités des communes, certaines peuvent se faire déclencher des couvertures allant jusqu'à 50 millions de francs CFA. Pour avoir accès à ces fonds, une banque locale a été désignée pour assurer le décaissement.
L'urbanisation en Afrique est l'un des phénomènes les plus marquants du XXIe siècle. D'ici 2050, près de 80% de la croissance démographique du continent se concentrera dans les villes qui devraient absorber 1 milliard de nouveaux habitants. Cette transition rapide vers des zones urbaines bouleverse non seulement les dynamiques sociales, mais aussi économiques et environnementales. Les villes africaines, dont certaines comptent déjà parmi les plus grandes au monde, connaissent une expansion fulgurante. Selon le rapport dynamique de l'urbanisation africaine 2025 de l'OCDE, en 2050, l'Afrique comptera 17 mégapoles de plus de 10 millions d'habitants contre 3 aujourd'hui. Des pays comme le Nigeria, la Tanzanie, le Niger et la Côte d'Ivoire concentreront à eux seuls la moitié de ces nouvelles zones urbaines. Cependant, cette urbanisation rapide soulève de nombreux défis. L'essor démographique met une pression sur les infrastructures existantes, notamment les transports, l'accès à l'eau potable et à l'électricité. De plus, l'aggravation des inégalités sociales pourrait exacerber les tensions dans ces espaces urbains en pleine mutation. L'absence de planification urbaine cohérente et d'investissement dans des infrastructures durables pourrait transformer ces nouvelles villes en foyers de pauvreté et de bidonvilles. Néanmoins, l'urbanisation africaine présente aussi des opportunités. Bien gérée, elle peut devenir un levier pour stimuler la croissance économique, l'innovation et la création d'emplois. Des stratégies de développement urbain inclusif et résilient sont essentielles pour faire face aux défis actuels et bâtir un avenir plus équitable. Les décisions prises aujourd'hui en matière d'urbanisation détermineront le visage du continent pour les décennies à venir. Le Conseil de sécurité de l'ONU a récemment condamné 6 violations graves des droits des enfants en temps de guerre. Ces violations mettent en lumière l'ampleur terrifiante des exactions commises à l'endroit des enfants. En effet, selon l'ONU, lors des conflits armés, les enfants sont les premières cibles et sont souvent victimes de meurtres, de mutilations, d'enrôlements forcés, de violations sexuelles, voire d'enlèvements. Ces enfants sont très souvent contraints à devenir des combattants, des cuisiniers, des messagers, des espions et sont parfois exploités sexuellement. Selon l'ONU, dans certains conflits, les écoles et les hôpitaux sont eux aussi des cibles directes. Ces attaques mettent non seulement la vie des enfants en danger, mais également compromettent leur accès à l'éducation et aux soins de santé. Conséquence, destruction des hôpitaux qui réduisent l'accès aux soins de base et aux traitements médicaux essentiels, destruction du bien-être des jeunes générations qui traînent des séquelles physiques et psychologiques à long terme. D'après l'ONU, l'une des principales causes est le non-respect flagrant du droit humanitaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU rappelle ainsi que toutes les parties impliquées dans les conflits ont obligation de protéger les civils et en particulier les enfants. Aux États-Unis, 4 hommes, dont 3 récemment rapatriés de la République démocratique du Congo, sont désormais inculpés pour leur rôle présumé dans une tentative de coup d'État manquée en mai 2024. Le ministère de la Justice américain les soupçonne d'avoir participé à un complot visant à renverser le pouvoir à Kinshasa, notamment en projetant des attaques contre des installations gouvernementales. Marcel Malanga, 22 ans, Tyler Thompson, 22 ans et Benjamin Zalman Poloun, 37 ans, avaient été condamnés à mort en RDC pour leur participation à cette tentative de coup d'État. Marcel Malanga est le fils du chef rebelle Christian Malanga, tué lors de l'assaut. Aux côtés de ses complices américains, il est accusé d'avoir planifié l'attaque du palais présidentiel de Kinshasa, causant la mort de 6 personnes. Les chefs d'inculpation sont graves: conspiration pour usage d'armes de destruction massive, tentative de renversement d'un gouvernement étranger et complot meurtrier. Tous risquent de lourdes peines de prison. L'enquête du FBI révèle une opération soigneusement orchestrée depuis plusieurs mois, mêlant idéologie, manipulation et ambition politique. Sur les rives du lac Kivu à Bukavu, la pêche est devenue une activité risquée depuis la prise de la ville par le M23. Jadis source d'espoir, elle est désormais marquée par l'insécurité, bouleversant le quotidien des pêcheurs et vendeurs de sambaza, poissons qui font vivre l'économie locale. Avant, on remplissait des bassines avec chaque filet et on les vendait à 70 000 ou 75 000 francs. Aujourd'hui, on peut pêcher toute la nuit sans même pouvoir en obtenir 10 000 francs.
À cette raréfaction du poisson s'ajoute une autre réalité plus sombre, la peur constante des attaques sur le lac recensées au quotidien, qui se soldent par des tueries de pêcheurs, des blessés, des vols de pirogues et de filets. On est obligé de pêcher près des rives du lac à cause des bandits et voleurs qui rôdent la nuit. Si tu t'aventures plus loin, ils t'attrapent, te tuent et s'emparent de ton filet ainsi que de ta pirogue. Sur les marchés de Bukavu, les effets se font déjà sentir. Le prix du sambaza s'envole. Les vendeuses doivent payer plus cher les maigres quantités de poissons rapportées par les pêcheurs. La moitié d'une petite bassine de petits poissons, on l'achetait à 8 000 francs. Puis le prix est monté à 10 000 francs et aujourd'hui, on l'achète à 14 000 francs. Nous aussi, pour ceux qui achètent en gros, on revend à 16 000 ou 17 000 francs pour pouvoir faire un petit bénéfice. À Bukavu, l'insécurité sur le lac Kivu compromet la survie de l'économie locale. Sans mesures concrètes, le poisson pourrait devenir un luxe et la peur une réalité quotidienne. Avec une femme présidente pour la première fois, la Namibie entre dans une nouvelle phase de réforme économique, refonte de politique commerciale et renforcement de la position du pays en tant que centre logistique régional et mondial. L'entrée récente de la Namibie dans la zone de libre-échange continentale ZLECAf constitue une étape importante. Les entreprises locales pourront échanger plus facilement avec des pays comme l'Égypte, le Ghana et le Kenya à des tarifs préférentiels. Cependant, des défis persistent. La Namibie fait partie des nations africaines touchées par les nouvelles taxes douanières annoncées par les États-Unis, soit 21% de prélèvement sur ses exportations. Malgré les vents contraires, le gouvernement poursuit sa stratégie axée sur la diversification des marchés. Nous devons accorder la priorité à des secteurs clés tels que l'agriculture, les mines, les énergies renouvelables et la logistique, ainsi qu'au commerce des services, en particulier le tourisme, les services aux entreprises, les services financiers, la santé, les transports et les services de communication afin de positionner la Namibie de manière compétitive. L'infrastructure reste au cœur de cette vision, avec le développement de ports et de corridors, afin de renforcer le rôle de la Namibie dans la chaîne d'approvisionnement continentale. Le gouvernement a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2025, passant de 5,4 à 4,5%. Mais les autorités restent confiants qu'avec un leadership et des investissements forts, la Namibie peut devenir un centre commercial de premier plan en Afrique. La décision de Donald Trump d'imposer de lourdes taxes à l'importation a porté un coup sévère à certaines économies du continent africain qui s'efforcent désormais de trouver des alternatives pour en atténuer les effets. Le Lesotho figure parmi les pays les plus touchés en 2024. Il a exporté pour 237 millions de dollars vers les États-Unis, soit plus de 10% de son PIB. Son industrie textile, pilier de l'économie locale, fait vivre environ 30 000 personnes. Face à ce choc, les autorités misent sur la zone de libre-échange continentale africaine, perçue comme une solution pour renforcer les échanges intra-africains et réduire la dépendance aux marchés extérieurs. Le Zimbabwe a choisi de ne pas répliquer dans l'immédiat. Il a suspendu les droits de douane sur les produits américains en attendant un éclaircissement de la situation. L'Afrique du Sud a pour sa part exprimé ses préoccupations quant aux conséquences de nouveaux tarifs sur des secteurs clés comme l'acier, l'aluminium ou l'automobile. C'est une source de préoccupation majeure pour nous, en particulier pour nos producteurs d'acier, notre industrie de l'aluminium et nos exportations de voitures. Cela aura un impact sur la création d'emplois et la croissance économique. Le public américain pourrait également faire face à une inflation croissante et à un ralentissement économique. Nous observons déjà une dépréciation du dollar américain face à l'euro. Les taxes de Donald Trump ont ravivé les craintes d'une guerre commerciale à l'échelle mondiale. De nombreux économistes mettent en garde contre les risques de perturbation des chaînes d'approvisionnement et de hausse des prix à la consommation. À ce jour, plus d'une cinquantaine de pays ont contacté la Maison-Blanche pour entamer des discussions, mais l'avenir des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique reste pour l'heure marqué par l'incertitude.
Donald Trump a annoncé faire une pause de 90 jours dans sa guerre commerciale en ramenant les droits de douane à 10% pour la plupart des pays, à l'exception de la Chine qui voit ses taxes être portées à 125% en réponse aux représailles de Pékin. Pour justifier sa décision, Donald Trump a expliqué qu'il avait observé le marché des obligations et qu'il fallait savoir être flexible. Donald Trump a toutefois ajouté qu'il était honoré d'avoir imposé les droits de douane car quelqu'un devait le faire. Quelques minutes après l'annonce du président républicain, les marchés mondiaux se sont envolés, l'indice Dow Jones clôturant avec une hausse de 2000 points, le S&P 500 a lui bondi de plus de 9,5%. Donald Trump a également assuré que des accords seraient conclus avec tous les pays, y compris la Chine, mais que Pékin n'était pas encore prêt. Cette surenchère pourrait réduire le commerce de 80% entre les deux pays. Au troisième jour de leur visite d'État en Italie, le roi Charles III et la reine Camilla ont pris part à un dîner offert par le président Sergio Mattarella au palais du Quirinal ce mercredi. L'événement, qui coïncidait avec le 20e anniversaire de mariage du couple royal, s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par Londres pour renforcer les liens avec ses alliés européens dans un contexte de guerre commerciale. Des efforts que n'a pas manqué de souligner le président Mattarella, qui a salué l'engagement du Royaume-Uni. Elemento di fiducia vedere confermato il chiaro e convinto impegno di Londra insieme ai partner europei nella tutela dell'ordine internazionale. Plus tôt dans la journée, le roi et la reine ont rencontré en privé le pape François au Vatican. Pour le souverain pontife, il s'agissait de sa première rencontre connue depuis son hospitalisation. Le couple royal a ensuite assisté à une représentation d'Othello, une pièce de Shakespeare donnée par des étudiants en art dramatique italien. Le roi Charles et la reine consort ont également rencontré des écoliers à l'école Alessandro Manzoni de Rome et salué les nombreux touristes venus pour l'occasion. Le bilan continue de s'alourdir à Saint-Domingue, 2 jours après l'effondrement du toit d'une boîte de nuit emblématique de la capitale dominicaine. Les derniers chiffres jeudi matin font état de 184 morts et de plus de 100 blessés, alors que les chances de retrouver des survivants sous les décombres s'amenuisent d'heure en heure. Selon les estimations, entre 500 et 1000 personnes se trouvaient dans la boîte de nuit Jet Set mardi matin, quand le toit de l'établissement s'est subitement effondré, durant un concert du célèbre chanteur de merengue Ruby Pérez, qui figure parmi les personnes tuées. Mercredi, les autorités ont lu les noms des 54 morts qui ont été identifiés à ce jour, dont Nelcy Cruz, la gouverneure de la région dominicaine de Monte Cristi, et les joueurs de baseball Octavio Dotel et Tony Blanco. Un groupe venu de la ville de Haina a porté des bougies et chanté des hymnes religieux lors d'un mémorial en hommage aux 25 victimes originaires de cette ville. Alors que 145 personnes ont été sauvées des décombres de la boîte de nuit, le gouvernement a annoncé mercredi soir que les opérations se concentraient désormais sur la recherche des corps.